الرجال هو 14 شباط مرة. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale largement consacrée à la situation en Égypte. En Égypte, où le président déchu, Mohamed Morsi, est en retenue préventive au ministère de la Défense. Son successeur, Adli Mansour, a prêté serment ce jeudi en fin de matinée. Place Tahrir, les anti-Morsi continuent de fêter leur victoire. L'Égypte a un nouveau chef d'État, il s'appelle Adli Mansour et a prêté serment ce matin. Désigné par l'armée pour remplacer Mohamed Morsi, il passe du statut de président du Conseil constitutionnel à président égyptien par intérim. Je promets de respecter le système républicain ainsi que la loi et la Constitution. Je promets de protéger les intérêts du peuple et de préserver l'indépendance et la sécurité de la nation. Victoire pour la légitimité populaire, l'Égypte est de retour. Les journaux égyptiens rivalisent pour qualifier au mieux le renversement de Morsi, même pas 3 ans après la chute de son prédécesseur, Hosni Moubarak. Ce qui est arrivé est une bénédiction que tous les Égyptiens attendent depuis la révolution du Nil. Cette révolution qu'on nous a volée par la suite. Aujourd'hui, nous récupérons notre révolution. Mais ce renversement de situation ne plaît pas à tout le monde. Nous, les membres des partis dédiés à la légitimité, à la morale et à la liberté en Égypte, nous serons présents sur toutes les places du pays jusqu'à ce que le président légitime, Mohamed Morsi, retourne là où il doit être, au palais présidentiel. Mohamed Morsi, où est-il justement? C'est l'armée égyptienne qui le détient pour l'heure. L'équipe présidentielle est elle aussi placée en résidence surveillée alors qu'un mandat d'arrêt est lancé contre 2 dirigeants des frères musulmans. Et outre les réactions de la rue, la scène internationale n'est pas en reste. Le problème est avec les interventions militaires. C'est qu'elles deviennent un précédent pour le futur. C'est arrivé une fois, cela peut se répéter. C'est pourquoi il est si important pour les politiciens égyptiens de trouver un compromis et de protéger la démocratie. Qu'importe la raison, il est inacceptable pour un gouvernement élu démocratiquement d'être renversé par des moyens illégaux et pire par un coup d'État. Washington, de son côté, qui fournit une aide militaire essentielle à l'Égypte, se dit profondément inquiet de la situation. Moscou appelle à la retenue et l'Union européenne à une présidentielle rapide. Une des plus vives réactions vient d'Allemagne, qui évoque un échec majeur pour la démocratie en Égypte. Et dans la région, Israël reste dans un silence inquiet. Pour Damas, avec qui Morsi a rompu les relations diplomatiques, sa chute est un grand accomplissement. L'Arabie saoudite et les autorités palestiniennes ont pour leur part félicité Adli Mansour. Mansour, 67 ans, doit garder les rênes du pays jusqu'à l'organisation d'une présidentielle anticipée. C'est ce que prévoit la feuille de route imposée par l'armée. Aucune précision sur la durée de la période de transition, mais la promesse que les militaires resteront éloignés de la politique. Le président palestinien Mahmoud Abbas poursuit sa visite à Beyrouth où il s'est entretenu ce jeudi avec le Premier ministre sortant Najib Mikati. L'occasion pour les 2 hommes d'évoquer les derniers développements dans la région, avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Le chef du Fatah s'est ensuite rendu à Ain Tineh où il a été reçu par le président du Parlement Nabi Berri. Lors d'un point de presse, Abbas a redit l'engagement des factions palestiniennes dans les camps de réfugiés à respecter les lois libanaises. Il a par ailleurs estimé que toute décision relative aux armes à l'intérieur des camps palestiniens relève du gouvernement libanais et du président de la République. Le dirigeant palestinien a réaffirmé la politique de non-ingérence des Palestiniens par rapport aux développements locaux et régionaux et salué le rôle du Liban en faveur de la cause palestinienne. Dar el-Fatwa a appelé ce jeudi les responsables politiques et religieux à redoubler d'efforts pour maintenir la stabilité au Liban. Dans un communiqué, la plus haute instance religieuse sunnite appelle aussi à rejeter les divisions pour garantir la force et la stabilité des confessions sunnites et chiites. Les ulémas ont par ailleurs souligné que l'armée libanaise était la seule garante de la sécurité et de la stabilité du pays. Ils demandent toutefois à l'institution militaire d'opérer sans distinction d'appartenance politique ou de religion.
Et puis sachez que les suspects donc retenus et détenus dans le cadre des affrontements de Habra sont donc à présent devant la justice militaire. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, avait ordonné lundi la libération de 9 d'entre eux. 30 suspects seraient toujours en détention. Le juge Saker a reçu les premiers éléments d'investigation menés par l'armée et a engagé des poursuites contre 27 personnes, dont 10 par contumace, notamment le cheikh islamiste Ahmad El Assir et l'ancien chanteur Fadel Shaker. Les affrontements meurtriers fin juin entre le clan du prédicateur radical et l'armée à Habra, près de Saïda, avaient fait 18 morts parmi les soldats. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Dans une entrevue accordée à notre rédaction, le chef du Parti de la paix, Roger Aidé, nous livre son analyse sur les derniers développements en Égypte, mais aussi la crise politique au Liban. On l'écoute. C'est plus qu'une révolution qui continue, c'est une révolution qui corrige son propre tir et dont les résultats ne peuvent être que positifs. Pourquoi? Parce que ce que je craignais hier en observant ce qui se passait, c'est que celui qui déclarer Morsi comme un président qui a perdu sa légitimité ne se déclare lui-même comme le président par intérim. Je craignais que l'armée ne prenne le pouvoir comme elle l'a pris à un certain moment en Turquie, avant de préparer la démocratie en 1981. Donc je craignais un véritable coup d'État militaire. En réalité, il n'y avait pas coup d'État militaire, puisque le pouvoir transitoire est confié au premier juge du pays. L'armée est là pour simplement représenter le peuple. Et cette expression des millions, on parle de 17 millions, probablement de 30 millions de manifestants, jamais dans l'histoire de l'humanité, aucune manifestation n'a atteint ce niveau. Martin Luther King n'a pas pu mobiliser plus que 1 million de manifestants sur 270 millions d'Américains. Donc, c'est véritablement la grande révolution démocratique qui doit en réalité changer le Proche-Orient en faveur de la modération, de la pluralité, de la véritable démocratie, exclure les régimes islamistes en faveur de régimes musulmans, mais de régimes musulmans avec un État civil. C'est pour les modérés contre les extrémismes. L'Arabie saoudite est le grand gagnant. L'Arabie saoudite qui joue aujourd'hui le rôle de changement dans l'islam, dans la direction de la modération. Quelles leçons, à votre avis, les dirigeants libanais pourraient tirer de ce qui se passe en Égypte? L'impact sur le Liban. L'impact sur le Liban, c'est d'abord un avertissement sérieux à Hezbollah, qui est tenté de prendre le pouvoir au nom de l'islam et par la force dont il dispose, financière, régionale et sur place. Le Hezbollah qui pense qu'il peut conquérir le Liban complètement, ayant conquis Qusayr et peut-être demain Alep et avant Alep, Damas et la voie de Damas. C'est le plus grand perdant. Le grand gagnant, c'est les forces démocratiques libanaises. Parce que je ne vois pas de dirigeants politiques aujourd'hui libanais pouvant tirer profit de cette situation. L'armée a besoin de se réhabiliter elle-même après ce qui s'est passé à Habra et après les doutes qui existent, dont on parle dans les salons, dont on parle dans la rue, sur la pénétration et l'influence qu'a le Hezbollah dans l'armée, sur le rôle de Hezbollah dans ce qui s'est passé à Saïda, sur le sort de Assir et la relation du Hezbollah avec son sort, sur la possibilité de créer un véritable mouvement de protestation
à caractère extrémiste dans l'islam, alors que l'islam libanais est l'islam le plus modéré de tout l'islam arabe et non arabe. J'ai des raisons de croire qu'une seule chose peut être faite et doit être faite, que le président de la République et le Premier ministre, qui ont assez consulté, des consultations qui ne sont pas obligatoires. Seules les consultations pour choisir le Premier ministre sont obligatoires. Ils ont trop consulté, il est temps qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils constituent un gouvernement de leur souhait, un gouvernement de compétences, dans les termes même utilisés hier par l'armée égyptienne pour ce qui est du gouvernement de transition qui doit être mis en place par le premier juge du pays devenu président intérimaire. Et ce gouvernement de compétences où il n'y a pas de Hezbollah, et si l'absence de Hezbollah veut dire l'absence d'autres partis, qu'il en soit ainsi. Car le Hezbollah, dans le gouvernement et en même temps sur le territoire en Syrie, est un problème pour tous les Talibanais, pour tout le Liban, et économiquement, et politiquement, et dans les relations diplomatiques, et les risques d'être isolés par la communauté arabe et la communauté internationale, c'est le titre même de la catastrophe. Ce serait irresponsable de la part du président de la République et du Premier ministre désigné de constituer un gouvernement avec le Hezbollah dedans, et ils en seront responsables vis-à-vis de l'histoire. Car le Liban le payera par son éclatement. Cheikh Saad al-Hariri, qui a joué le compromis, Walid Jumblat, qui a joué le compromis avec Al-Hilf al-Ruba'i, tout cela n'a servi à rien. Parce que le Hezbollah, c'est l'Iran. Et en Iran, le Hezbollah, ce n'est pas tout l'Iran. C'est une seule autorité en Iran. Le vieux, qui est le guide suprême, qui a tout l'argent, sans le budget de l'État, toute l'autorité, et militairement, ils dépendent d'une section de la garde révolutionnaire. Donc, on ne parle pas d'une organisation libanaise. Est-ce que Tamam Salam, à votre avis, a l'ambition d'aller à l'encontre du Hezbollah et donc franchir cette étape et former son gouvernement? Qu'il démissionne s'il n'est pas capable de le faire. Parce que ça ne sert à rien que vous soyez un Premier ministre ou un président de la République sans pouvoir, il vaut mieux que vous ne le soyez pas. Ou vous avez le courage d'assumer votre responsabilité, ou vous démissionnez. Il y a de l'honneur dans la démission, il y a de la honte à exercer un pouvoir qu'on n'exerce pas. Est-ce qu'un message que vous transmettez également au président de la République qui est absolument également dans une situation... Je suis clair et c'est absolument. D'ailleurs, son expérience, il le sait. Il était plus efficace, il était plus puissant, il avait plus de pouvoir quand il était général en chef de l'armée que depuis qu'il est président de la République. Et c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, et sur le plan personnel, et sur le plan familial, et sur le plan régional, dont je lui ai souhaité, et je continue de souhaiter tout le succès possible. Mais il y a une réalité, c'est que pour gagner, il faut risquer. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les dirigeants portugais mènent d'intenses tractations pour sauver leur gouvernement déstabilisé par la politique d'austérité budgétaire exigée au Portugal sous assistance internationale et la démission du ministre des Finances. L'opposition appelle à la tenue d'élections législatives anticipées. Une manifestation convoquée par le Parti communiste a rassemblé des centaines de personnes dans les rues de Lisbonne. La Corée du Nord a accepté ce jeudi d'ouvrir des discussions avec la Corée du Sud sur la réouverture du site industriel de Kaesong, fermé au plus fort des tensions entre les deux pays. Ce complexe industriel mixte avait été mis en place en 1998 pour encourager les contacts entre les deux voisins, selon Séoul. Les discussions auraient lieu samedi au poste frontière de Panmunjom. Et première apparition publique du futur roi des Belges ce jeudi à Anvers. Le 21 juillet, le prince Philippe succédera à son père Albert II. Le prince héritier souffre d'une faible popularité du fait de sa timidité. Il n'aura que quelques mois pour s'affirmer avant les élections législatives de mai 2014 qui pourraient plonger le royaume dans une nouvelle crise politique. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt.
يوم الأحد كان هو 14 شباط مرة أخرى.